Bonjour, colonel Mamadou Hadji, merci à nouveau de nous recevoir ici. Alors, vous êtes consultant en sécurité et défense et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rencontrer à nouveau pour que nous discutions justement de l'actualité géopolitique régionale en Afrique de l'Ouest, l'actualité africaine, la guerre qui ensanglante la RDC. Également, nous allons discuter de l'actualité mondiale aussi. Vous allez nous donner votre éclairage sur l'issue de la guerre russo-ukrainienne avec le retour à la Maison Blanche du président Donald Trump, mais aussi l'issue de la guerre à Gaza. Pour commencer, on va tout droit avec la CEDEAO. Finalement, le Sénégal et le Togo qui ont été mandatés pour mener les discussions afin que le Burkina, le Niger et le Mali restent dans la CEDEAO n'ont pas réussi cette mission. Vous qui avez été un observateur attentif de ce déchirement après les coups d'État successifs dans ces trois pays, est-ce que, en suivant l'évolution de cette crise-là, est-ce que cette issue était prévisible, c'est-à-dire la scission de la CEDEAO? Oui, en parlant de la CEDEAO, moi je veux toujours revenir vers l'histoire. Hein, et ce sera intéressant quand on va analyser. Les dates les plus importantes de la CEDEAO, c'est 75 avec la création à Lagos, 90 avec la crise au Libéria, 99 avec le protocole de Lomé, 2005 avec le protocole additionnel. Voilà un corpus de textes et d'actions qui ont fait la CEDEAO. Donc elle a été portée sur les fonds baptismaux en 75. Et j'aime toujours le dire en ironisant quand on parlait des coups d'État, que c'est deux putschistes qui l'ont créé. C'était Eyadema et Yakubu Gowon, qui étaient Du Nigeria. Ils étaient des putschistes. Rejoint par les Kérékou. Oui, par les Kérékou. Mais d'autres militaires. Voilà, donc je crois que je l'utilisais pour dire aux gens, c'est pas la peine de se battre contre les coups d'État. Vous perdez votre temps, donc on viendra sur ça. Donc je crois qu'en 1975, la CEDEAO a été créée pour l'intégration de l'Afrique. Et elle a fait, pour moi, la CEDEAO a fait ce travail de manière extraordinaire. Je crois que c'est une des communautés économiques les plus dynamiques parmi les 5 communautés économiques du en Afrique. continent. Oui. En 90, bien sûr, avec les Comores, les problèmes du Libéria, elle a eu du succès. Mais ce succès a entraîné la CEDEAO dans la sécurité collective. Donc finalement, elle a pris en compte la sécurité de l'espace. C'est ça qui l'a entraîné dans les problèmes avec les coups d'État. Quand il y a eu des coups d'État, ils ont pensé que, avec le protocole de Lomé sur la démocratie, la bonne gouvernance, etc., ils pouvaient agir contre les coups d'État, notamment l'article 91, etc., du protocole de la CEDEAO. À l'époque, nous avions dit que, comme vous dites, est-ce que c'est prévisible? Oui. J'avais écrit un article à l'époque, Athéna sur les traces de Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre. Athéna, c'est le dieu de la stratégie. C'est la déesse de la stratégie. Alors cet article, là-dedans, j'ai dénoncé, je disais, on ne peut pas monter une organisation régionale, ne peut pas monter une opération militaire contre un de ses membres. Parce que déjà, ça contredit le concept de sécurité collective. La sécurité collective, c'est les pays qui se mettent ensemble en vue de défendre leur espace, mais aussi de ne pas utiliser la force entre elles, plutôt la diplomatie et les relations. Et en ce moment, je suis passé à la télévision, je me rappelle, le lendemain du coup d'État du Niger, pour dire qu'il n'était pas question de monter une opération militaire contre le Niger. Et que la CEDEAO ne survivra pas à cela. Donc c'était prévisible. Bien sûr, nous, notre voix était... Vous l'aviez annoncé. Mais j'ai dit, la CEDEAO ne survivra pas à une opération militaire contre le Niger. Pour certaines raisons. Ensuite, je me suis même... je suis même rentré dans un domaine qui n'est pas le mien. J'ai dit, il n'y a pas de cadre juridique pour cela. Alors, on m'a dit, quand je suis sorti de l'interview, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, il y a le protocole de Lomé sur la bonne gouvernance, le truc, etc. Mais je lui ai répondu, mais oui, je suis d'accord pour le protocole de la CEDEAO. Mais c'est une organisation régionale. Mais si on repart dans la hiérarchie des normes, le chapitre 7 des Nations Unies
n'est-ce pas, article 45, 41 jusqu'à etc., etc., dit que seul le Conseil de sécurité peut autoriser l'emploi de la force contre un État. Mais si le Niger fait partie de la CEDEAO, il fait partie des Nations Unies. Donc, hiérarchie des normes, la CEDEAO à elle seule, à son niveau, ne peut pas lancer une opération militaire pour coup d'État, même si c'est écrit dans le protocole. Deuxièmement, on n'a jamais vu, dans l'histoire, peut-être que quelqu'un va me contredire, et je l'ai dit à la télé, je n'ai pas vu encore, une organisation régionale monter une opération militaire contre un de ses membres. Parce que la base de la sécurité collective, c'est ça, c'est de ne pas utiliser la force entre nous. Alors quand on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut, j'ai dit la diplomatie. Et on m'a demandé 3 fois, j'ai dit 3 fois la diplomatie. Parce que la diplomatie aussi se fait sur la base de la subsidiarité. Ce n'est pas seulement l'échelon de la CEDEAO, il y a d'autres échelons qui auraient pu être utilisés pour discuter. Là, nous sommes 5 ans après, on a fait un retour en arrière, même de 1975, avec les idéaux portés par la CEDEAO. Pourquoi? Parce que des autorités de la CEDEAO ont voulu utiliser la force contre le Niger. Mais ça a amené la radicalisation, bien sûr, des autres pays qui étaient dans le même cas que le Niger. C'est ça. Et le fait de gérer différemment les coups d'État aussi avait amené cette frustration. Ouais. Donc ces pays se sont radicalisés et ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Un ensemble parallèle à la CEDEAO. Voilà, mais ils avaient le même problème. Ils étaient issus de coups d'État. On voulait utiliser la force contre un, donc ce sera la force contre un. Donc ça a permis, ces problèmes de la force a permis de fédérer ces pays et de leur donner quand même une base, un soubassement pour créer l'alliance des États du Sahel. Voilà, l'alliance des États du Sahel. Et donc voilà un peu, donc c'était prévisible quand même, parce qu'on l'a écrit. Hein, moi j'écris trois articles sur ça, plus un passage à la télévision le lendemain du coup d'État et le lendemain de la déclaration de Aïssata Tall Sall. Oui. C'était avec elle que j'étais à la télé. L'ex-ministre des Affaires étrangères. C'est avec elle, j'étais avec elle. Elle avait intervenu, elle, par vidéoconférence. Et elle avait dit qu'au moment où je vous parle, les forces sénégalaises sont prêtes, les CEDEAO sont prêtes à les rétablir, comment on appelle là, pour rétablir le président Bazoum. Voilà, son pouvoir. Et quand elle a fini, j'ai dit non. Non, d'abord, un diplomate ne doit pas parler de force et d'utilisation de la force. Elle aurait dû simplement parler de la situation et dire que cette situation devrait pouvoir... Et voilà, un diplomate ne parle jamais d'emploi de force. Peut-être parce qu'elle n'est pas diplomate de carrière. Peut-être qu'elle n'est pas diplomate de carrière. Mais elle aurait dû le savoir. Mais bien sûr. En tant que ministre des Affaires étrangères. Mais bien sûr. Si un commandant des forces, peut-être c'est lui qui aurait dû venir à la télé, dire nos forces sont prêtes, elles sont trucs, etc. Elles vont être déployées dans... Mais lui, non. Elle, non. Ou le chef d'état-major, ou quelque chose comme ça, un gars, en tout cas, un homme de tenue, ou le ministre des Forces armées, etc., mais pas le ministre des Affaires étrangères, qui, elle, aurait dit, se serait désolé d'ailleurs de ce qui se passe, et aurait dit que nous recherchons, continuons à rechercher les éléments, les instruments pour la paix, pour que la paix revienne au Niger, etc., etc., et laisser ceux qui s'occupent de défense et de force en parler. Donc il y a un mélange des genres, dans cette velléité de la CEDEAO, de la force. Et donc, on les avait dit, si vous employez la force, vous ne vous en releverez pas. Et aujourd'hui, ils sont pas relevés. Oui. Oui, vous disiez justement, vous aviez écrit que la CEDEAO ne survivra pas à cette tentative d'attaque, mais elle n'a pas attaqué, et malgré ça, l'organisation s'est explosée. Oui, parce qu'elle a radicalisé ces gens-là. Parce que c'est la menace, en fait. On n'attend pas d'être attaqué, on est menacé d'attaque. Quand on est menacé d'attaque, on prend ses dispositions. Et c'est le fait de les menacer d'attaque et de dire même que les forces étaient prêtes, de donner les effectifs, de donner les déploiements et de donner des délais. Je me rappelle, il y a eu un truc au Nigeria où ils sont réunis pour mettre en place les délais, le concept d'opération. Ils ont dit même que le concept d'opération était prêt, le concept logistique est prêt. Mais moi, vous croyez que je vais attendre que les gens rentrent et un concept d'opération mis en place, un concept logistique mis en place, on est en guerre. On est déjà en guerre. Donc je crois que cette menace-là a poussé ces pays à se radicaliser, qui avaient le même problème. Ils étaient tous issus de coup d'État, et si vous attaquez l'un, peut-être demain vous allez vous retourner contre l'autre, etc., etc. Donc ça aussi, ils sont assez intelligents. Ça les a déjà renforcés. Ça les a renforcés. Ça a renforcé leur unité face à ces menaces. Et ça qui a amené l'AES et l'explosion de la CEDEAO le 29 je crois, janvier 2025, je crois, 29 janvier 2025, où la CEDEAO
accepté, ratifié donc, la sortie de ces pays. Mais il faut rappeler aussi qu'ils ont 1 an, Oui. voilà, pour que ce soit définitivement une sortie définitive de la CEDEAO. Mais ce qui se passe, c'est que cela va impacter la CEDEAO, bien sûr, mais va impacter ces 3 pays. L'impact sur la CEDEAO, c'est quoi? L'intégration avait pour but de réunir les facteurs de puissance. Parce que chaque pays, à son échelon, ne peut pas avoir les facteurs de puissance sur le plan géopolitique. Ces facteurs de puissance sont liés à quoi? À l'espace, à la démographie, aux ressources naturelles, Aux ressources humaines aussi. aux ressources humaines, et tout ça. Ça, c'est dans la démographie, etc. Donc voilà, ce qu'on recherchait. Mais à la scission, qu'est-ce qui va se passer? La CEDEAO a perdu la moitié de sa superficie. Parce que quand on compte le Niger déjà et le Mali, c'est donc fait partie des pays, les plus grands pays d'Afrique, n'est-ce pas? Ensuite, elle a perdu le tiers de sa population, 35 millions d'habitants, je crois qu'elle perd le tiers. Puisque ces pays certains pays comme le Niger ne sont pas densément peuplés. Mais elle perd surtout sa continuité territoriale. C'est ça. Parce que c'est des pays de l'Interland. Ces pays créent une rupture dans le territoire, dans l'espace CEDEAO, n'est-ce pas? Donc la CEDEAO là, elle perd beaucoup, elle perd ses facteurs de puissance, n'est-ce pas? Mais les pays qui sont partis, eux aussi, ils perdent la mobilité, ils perdent l'intégration économique, ils perdent comment on appelle, Peut-être un vaste marché. voilà, le vaste marché qu'ils avaient. Ils reviennent aux tarifs extérieurs communs parce qu'en ce moment, ils vont payer des tarifs sur leurs exportations. Et comme c'est des pays de l'Interland, leurs exportations se passent dans les pays du Rimland, c'est-à-dire les ports où ils vont pas. Donc, ils ne sont plus de la CEDEAO, donc ils vont payer des taxes sur leurs produits. Donc ça va créer, donc bien sûr, Un surenchérissement. voilà, de leurs produits d'exportation et un appauvrissement aussi des produits, parce que c'est les populations qui vont avoir l'impact sur ça. Mais ensuite, surtout, au niveau de la défense. Parce qu'on ne peut s'opposer, parce que le terrorisme est une menace globale. On ne peut pas se battre contre le terrorisme, chacun se bat contre son terrorisme. Non. Non, il faut une mutualisation des efforts face au terrorisme. Donc si une session de la CEDEAO, en fait, profite au djihadisme, etc. Profite à la prolifération de ce qu'on voit maintenant que ces pays séparés ne sont pas capables de... Bien sûr, la CEDEAO n'avait pas été capable aussi, en son temps, de mener, d'appuyer ces pays dans la lutte. Et ça a été aussi un problème de la CEDEAO qui a la force africaine en attente, oui, et qui n'a jamais aidé à appuyer ces pays. C'est une des raisons, ils disent, la CEDEAO, elle mène une opération militaire contre le Niger, et elle n'a jamais utilisé ses capacités pour nous appuyer dans la lutte contre le djihadisme. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu des contradictions qui ont mené à la situation d'aujourd'hui. Je me rappelle justement quand vous parliez de préparation de cette attaque, Ouattara avait annoncé qu'il a déjà, je ne sais pas, 800 militaires ou bien je sais combien là, plus de l'argent. Alors que vous n'avez pas aidé ces pays-là à lutter contre le terrorisme. Exactement. Mais vous avez des moyens pour aller attaquer votre membre. Exactement. Très bien. Alors, justement, l'une des raisons qui a motivé le départ de ces 3 pays, c'est, voilà, ils ont évoqué l'insécurité et le terrorisme de manière globale, que les gouvernements civils n'ont pas réussi à contenir, sans compter le double jeu, selon eux, des partenaires comme la France et d'autres puissances. Il faut noter aussi que, entre-temps, ils ont réussi à acquérir des matériels de guerre de pointe qu'ils n'avaient pas avant. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, ces 3 pays sont beaucoup plus en sécurité qu'avant? Oui, quand on regarde le classement des pays par puissance militaire, notamment par firepower, ouais, on voit la montée en puissance du Mali, du Niger, qui étaient des pays qui, avant, n'avaient pas une outil militaire assez développé, mais qui se retrouvent à la 5e, 4e, 5e derrière le Nigeria, Nigeria, oui, le Ghana, etc. Ils sont 4e, 5e, etc., etc. Et même parfois devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sur le plan des... Parce que c'est cette situation de lutte contre le terrorisme qui a amené donc
un certain nombre de moyens qu'ils ont acquis dans la lutte contre le terrorisme. Mais les moyens ne veulent pas dire l'efficacité. Parce que la projection de force n'est pas la projection de puissance. Et c'est ça le problème. On peut avoir les moyens qu'on veut. Vous ne gagnerez jamais une bataille asymétrique contre les terroristes si elle n'est pas globale. Parce que si ils sont capables de passer du Niger au Mali, du Mali au Niger, voilà, de passer par les frontières, parce qu'ils n'ont pas de frontières. Ouais. Mais vous avez des frontières. Mais vous avez un problème. Vous avez un gros problème, parce que vous avez vos frontières, ils n'ont pas de frontières. Donc il faut une intégration des capacités, une intégration des moyens, c'est-à-dire une globalisation de la réponse pour faire face au terrorisme, qui est une menace globale. Donc menace globale, globalisation de la réponse. Donc ces pays ne peuvent pas, à leur échelon, vaincre le terrorisme. Donc ils ne sont pas mieux en sécurité aujourd'hui? Non, mais ils ont l'impression de l'avoir puisqu'ils ont les moyens. C'est-à-dire en ayant les moyens, on croit avoir cette capacité. Mais je veux dire, la force ne fait pas la puissance. Et vous vous battez contre dans une bataille asymétrique. Dans une bataille asymétrique, ce n'est pas toujours la force qui triomphe. Hein, on l'a vu en Afghanistan avec les Russes qui ont projeté un corps expéditionnaire contre les Afghans. Les Américains sont battus contre les Afghans. N'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas ça qui va amener la force. Ce qui va amener ça, ça aurait été que la CEDEAO elle-même prenne ce combat en main. Ça ne s'est pas fait, mais c'est ça qui aurait dû être la bonne solution. Et que les pays ensemble, dans le cadre de la sécurité collective, se battent contre le terrorisme. Parce que le terrorisme a d'autres moyens que, comment on appelle, l'engagement militaire. Il y a la radicalisation, il y a la maîtrise des ressources naturelles, il y a l'isolement des régions. Le racket, voilà, la population. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce n'est pas une lutte forcément militaire. Il y a d'autres aspects. Et même ce qu'on appelle en France le terrorisme low cost. C'est ça. Oui. Des voitures qui font sur des gens ou bien voilà. Des attaques au couteau. Des attaques, voilà. Et comme vous voyez au Niger, ce qu'ils font, ils attaquent des villages, ils attaquent des cibles molles. Et plus les cibles molles sont attaquées, parce que c'est ça le but du terrorisme, c'est d'attaquer une cible en vue de diminuer la capacité, la confiance des populations envers le gouvernement. Parce que ça, c'est l'objectif final en vue de le faire tomber, bien sûr. C'est-à-dire de changer la société, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas vous opposer seulement par les capacités militaires à cela. Il faut une réponse collective d'abord. Il faut que cette réponse collective prenne en charge le terreau du terrorisme. Si le terrorisme a pu s'installer, vous avez vu, on avait sorti le concept de l'arc d'instabilité. C'est les 8 pays sur 8000 km qui vont de Dakar jusqu'à Mogadiscio et qui ont les mêmes caractéristiques. C'est l'éloignement des zones là qui sont en dehors. Le Mali, vous avez le Nord Mali, n'a jamais été pris en compte par les institutions maliennes, n'est-ce pas? Il y a donc cet isolement, il y a ce qu'on appelle les changements climatiques, il y a la pauvreté, il y a les problèmes fonciers, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'accès à l'eau, il y a des problèmes, et ce sont ces problèmes-là qui ont fait le terreau du terrorisme. Donc pour lutter contre le terrorisme, vous avez l'action militaire peut-être, mais vous avez aussi cette action, n'est-ce pas, qui doit être menée. Je disais un jour que d'ailleurs, moi, dans la lutte contre le terrorisme, j'irai sur comment on appelle la stratégie indirecte de Liderhart. On a deux théâtres d'opération. On a une théâtre d'opération militaire où, par la kinétique, par la cinétique, par l'action cinétique, on réduit la capacité de nuisance des forces terroristes. Mais de l'autre côté aussi, il y a une deuxième théâtre d'opération dans laquelle se trouvent ce qu'on appelle des actions civilo-militaires, des actions qui permettent de révéler l'unité nationale, des actions sociales, des actions... Voilà, c'est le deuxième théâtre d'opération. On ne l'a pas vu, ce théâtre d'opération. On a beaucoup acheté de matériel, on a beaucoup acheté de faire de la guerre, mais on ne peut pas créer du terrorisme uniquement par la guerre. Il faut passer sur le deuxième théâtre d'opération, qui est ce théâtre d'opération civile. La prise en compte de la population civile, la prise de leurs besoins, voilà, etc. L'unité nationale qui sentent l'État
dans leur territoire. Très bien. Donc, colonel Mamad Hadj, le tout militaire ne fonctionne pas dans la lutte contre le terrorisme. Mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que ils font une guerre asymétrique, n'est-ce pas? Oui. La guerre asymétrique, il faut retourner à Mao Tse-tung avec la longue marche de 1936 contre les forces de Chiang Kai-shek, qui était une défaite tactique, mais une victoire stratégique. Puisque lui, ce qu'il voulait, c'était étirer les forces de Chiang Kai-shek sur 36 000 km. Mais en même temps, au cours de cet étirement, il allait au contact des masses. Et de ces masses-là, il va créer une force. Et Mao disait que les forces paysannes sont plus puissantes que les forces militaires une fois qu'elles sont idéologiques. Voilà, il faut que l'idéologie les pénètre, sont plus puissantes que les forces militaires. Donc c'est un peu ça. Si les djihadistes viennent dans une région, ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent à manger, mais vous voyez que le gouvernement ne vous donne ni à manger ni à boire, mais vous devenez une force pour ces djihadistes. Et c'est là où ils puisent leur capacité. C'est le centre de gravité, ça. Donc on attaque toujours le centre de gravité. Le centre de gravité, il n'est pas un centre de gravité militaire, c'est un centre de gravité psychologique, c'est un cadre de gravité social, c'est un cadre économique, etc. etc. Voilà. Très bien. Alors, vous disiez tantôt que la CEDEAO aurait dû prendre cette question de lutte contre le terrorisme de manière globale. Mais il se trouve que ces pays accusent la CEDEAO de n'avoir pas réellement la volonté, mais d'obéir aux ordres de Paris, qu'ils accusent également d'être le sponsor des terroristes dans leur pays. C'est-à-dire, moi, en tant que communicateur, à ce temps, j'avais dit, moi j'avais monté la force africaine en entente en 2006 à Kofi Annan. C'est moi qui étais chef d'état-major de cette force-là. Donc on l'avait montée, mais les hypothèses d'emploi n'incluaient pas le terrorisme, puisque en 2006, il n'y avait pas encore le terrorisme, qui est arrivé en 2011. On a raté le coche en 2011, parce qu'en 2011, il y a une centre qui m'a demandé, c'est vous qui avez monté la force en attente, mais maintenant qu'il y a le terrorisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la CEDEAO n'a pas dit, voilà, nous avons changé de contexte, donc on va changer les hypothèses. Donc ils auraient dû. Mais ils auraient dû, parce que moi dans cette interview, j'ai dit oui, il faut revoir cette force-là qui était bâtie sur des hypothèses n'incluant pas le terrorisme. Qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Aujourd'hui en 2011, je crois que l'interview c'était en 2012. Maintenant, aujourd'hui qu'il y a une nouvelle situation, qu'il faut revoir la force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais est-ce qu'ils en parlent même? Mais c'est-à-dire il y a ils n'ont pas des conseillers pour ça. Mais ils n'ont pas... C'est de la CEDEAO. Je ne vais pas rentrer dans critiquer les officiers qui sont là. C'est pour ça, dans les solutions, je vais vous donner des solutions qui vont permettre d'avoir... Parce que c'est finalement, tout ce qui conseille la CEDEAO sur le plan militaire sont assujettis à des politiques civiles. Et ces gens ne les affronteront jamais. Par exemple, sur le Niger, moi je suis officier, j'ai dit si vous allez au Niger, c'est pas bon. Mais il y a des officiers, etc., il y a des conseillers militaires. Mais il y a la pesanteur du dispositif de la CEDEAO fait que l'autorité militaire, qui est le conseiller militaire, est sous la coupe d'un politique. Et un militaire, même moi, hein, j'aurais jamais, si j'étais à la CEDEAO, j'aurais jamais dit à la chose, non. Je n'aurais jamais dit au président Macky Sall ou au président Trump, non, je me suis opposé à eux. Mais c'est parce que j'étais dehors, j'étais à la retraite. Donc c'est pourquoi j'ai pu avoir la liberté de le dire. C'est pourquoi dans les solutions, dans la lutte contre la réorganisation de la CEDEAO... De la force en attente pas de la force en attente, de la CEDEAO, la CEDEAO elle-même. Très bien. Je vais revenir sur ça, sur ce truc, pour permettre d'avoir des décisions militaires qui sont efficaces et qui ne remettent pas en cause la CEDEAO. Donc, en résumé sur ce point, c'est que la CEDEAO ne se réinvente pas, elle ne s'adapte pas au nouveau contexte et les conseillers ne se projettent pas pour réorganiser les forces. Mais on dit que c'est un club de chefs d'État finalement. Parce que si vous allez dans le protocole de Lomé, c'est pour la bonne gouvernance. Parce que les coups d'État aussi viennent de la mauvaise gouvernance. Absolument. Par exemple, prenons l'exemple de la Guinée. Si au début, quand le président guinéen s'est présenté pour un troisième mandat, la CEDEAO l'avait sanctionné. Hein? Mais il n'y aurait peut-être pas eu cette évolution vers des coups d'État, etc., etc. Mais vous sanctionnez des gens qui font des coups d'État, vous ne sanctionnez pas des gens qui sont là et qui cherchent des troisième mandats, des quatrième mandats. Des coups d'État institutionnels et constitutionnels. Voilà, des coups d'État constitutionnels qui sont là. La CEDEAO aurait dû agir contre Alpha Condé.
en ce moment, suspendre la Guinée, etc., parce que pour ces velléités de troisième mandat, etc., ça aurait donné aux autres, peut-être que la CEDEAO, mais les militaires, vous attaquez à nous, vous ne nous attaquez pas à ce qui crée les conditions des coups d'État. C'est ce qu'ils disent. Donc, la CEDEAO. À votre avis, est-ce que d'autres pays pourraient être amenés à quitter la CEDEAO pour l'AES? Parce que dans cet ensemble, on parle plutôt de souveraineté, on s'oppose aux dictats de puissances étrangères et on ne sanctifie pas forcément la démocratie. Est-ce que d'autres pays pourraient quitter? Bien sûr, nous sommes dans l'ère du souverainisme, je dis tout le monde, parce que ça semble... C'est à la mode. C'est à la mode. C'est-à-dire celui qui ne prend pas le souverainisme, il est considéré comme un vendu aux puissances étrangères. Oui. Bien sûr, c'est une bonne chose le souverainisme. Mais n'oubliez pas que quand on parle de souverainisme, on parle aussi de souveraineté et de souverainisme. Voilà. Mais le souverainisme a son côté négatif. Parce que vous ne pouvez pas créer une organisation supranationale dans le souverainisme. Ça veut dire que vous n'acceptez pas une organisation supranationale. Vous prenez vos décisions seuls. Ça veut dire que vous n'allez pas à la CEDEAO. Donc quand vous dites souverainisme, ça veut dire que vous n'êtes plus dans une organisation supranationale qui prend des décisions dans certains domaines que vous les avez laissés. Et ça, ça c'est les limites du souverainisme. N'est-ce pas? Mais il faut aussi que les États, bien sûr, prennent des décisions souveraines, n'est-ce pas, dans le cadre de leur souveraineté. Et c'est ça qui a amené le départ des forces françaises, etc. Ça, c'est un des les plus visibles de cette action de souverainisme. Mais il faut aussi, parce que la souveraineté, c'est un certain nombre c'est le fait de pouvoir utiliser la force. Vous êtes seul capable d'utiliser la force dans votre État, dans votre espace. Il faut la création d'une monnaie. Voilà des trucs de souveraineté sur lesquels il faut s'attacher. Non pas faire sortir les troupes françaises, etc., les bases. Ils ont un projet de création d'une monnaie. Voilà, mais jusqu'à présent, on attend. Parce que ça fait déjà... Je pense qu'ils ont créé également une force, je ne sais pas, de 5 les pays de l'AES. Oui, de l'AES. Parce que c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est battre monnaie d'abord. Avoir une force militaire, être le seul capable d'utiliser cette force-là, n'est-ce pas? Donc cette force est régulière, donc l'utilisation régulière de la force, c'est vous, c'est seul l'État, on définit l'État. L'État est seul à utiliser la force sur le territoire. Mais vous avez des djihadistes, vous avez des trucs qui utilisent tous la force dans le même espace. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vaincre cela, ça fait partie du souverainisme aussi. Vaincre tous les groupes armés qui utilisent la force, alors que c'est l'État qui est le seul légalement utiliser la force légale. Donc ça aussi, c'est un point du souverainisme, c'est pas seulement contre la France. Bien sûr, les bases militaires, c'était le truc le plus visible de l'intrusion des pays étrangers. Voilà, des pays étrangers. On va en arriver sur ce point. Alors, la France, après avoir été littéralement chassée des pays de l'AES, le Sénégal et le Tchad ont eux aussi demandé à leur tour la fin des bases militaires sur leur territoire. Vous êtes un professionnel, un militaire. Alors, qu'apporte ou alors qu'a apporté concrètement la présence des bases militaires françaises en Afrique? Ah oui, historiquement, vous savez, il y a deux types de colonisation. La colonisation britannique, on en a parlé tout à l'heure, il y a la colonisation française. Oui. Les Britanniques n'ont jamais voulu s'initier dans ces problèmes de ces colonies. Voilà, de ces colonies. Après les indépendances. Voilà. Ils se sont les Français, eux, ils avaient un système plus centralisé, comme ils font toujours, en créant des ensembles, l'AEF, l'AOF, etc. Donc quand ils sont partis, ils ont laissé les bases militaires derrière eux. Donc c'était l'élément le plus visible de l'intrusion de la France dans les décisions du pays. Et ils avaient aussi des conseillers militaires dans les différents échelons, non seulement de l'État, mais de l'échelon militaire. Et ensuite, il y a des coups d'État. Moi, je disais, par exemple, vous avez au Togo, c'est le coup d'État, je crois c'est en 63, vous avez l'indépendance en 60, je ne vois pas la malgouvernance en 3 ans. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et justement, on dit que Sylvanus Olympio, à l'époque, justement, il voulait battre monnaie. Oui, mais c'est justement là où se trouve le bas blesse. Parce que si vous voyez, tous ceux qui ont pris le pouvoir dans l'Afrique francophone venaient de la Légion étrangère. Ça, je vous le dis. Hein. Vous regardez ces gens comme Doumbia, c'est un gars de la Légion étrangère. Et il y a des mois, il est de la Légion étrangère.
Donc les Français, vous allez même jusqu'en Centrafrique, ou d'autres, c'est pas dans la Légion étrangère, mais c'est d'autres qui ont fait des cours d'état-major en France, comme Hitno, il avait fait son cours d'état-major en France. L'autre, celui qui avait le cours d'état en Centrafrique, il était à l'école d'état-major en France. Donc il y a le rôle quand même de la France dans la déstabilisation de ces pays et dans ces coups d'état-là. Donc effectivement, quand il y a un vent de souverainisme, elle paye ce qu'elle a fait. Mais si on regarde à contrario, si étaient bien utilisées les bases aériennes, elles ont participé aussi à la stabilisation du pays. Elles ont participé aux luttes contre les catastrophes, comme au Sénégal, où dans toutes les catastrophes on a vu les Français. Mais ça ne compense pas l'effet majeur de la présence des bases françaises dans la déstabilisation des régimes politiques qui n'étaient pas d'accord avec eux dans ces pays, comme vous avez dit, Sylvanus Olympio, etc., Yaméogo en Côte d'Ivoire, Thomas Sankara. Oui, Thomas Sankara. Voilà, tous ceux qui ont proclamé une idée contre la France ont été dégagés. Donc ça veut dire que c'est la France elle-même qui faisait du proxy, c'est-à-dire qui utilisait des forces, sa présence et sa capacité en vue de modifier. Donc les coups d'État, en fait, ce n'est pas les Africains qui les ont commencés, c'est les Français qui ont été à la base du coup d'État dans les pays francophones. Très bien. Et donc, en résumé, la présence des bases militaires sont plus dans l'intérêt de la France que des pays africains. On peut le dire. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les puissances militaires en Afrique, c'est quoi l'Afrique du Sud, c'est comment on appelle, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria. Mais n'a pas de base militaire étrangère. Donc on aurait pu construire notre outil de défense tout seul avec l'appui de la France peut-être, mais de l'appui dans le domaine comment on appelle, d'accords de défense, etc., sans qu'il y ait présence physique des Français sur le territoire national, parce que ça limite d'ailleurs les capacités des forces militaires à se développer, parce que c'est le président qui est là, il regarde les Français comme un peu comment on appelle, son assurance tout risque, pas ses forces militaires, n'est-ce pas? Oui. Vous avez, j'ai vu un document de Ablaouad dernièrement. Il dit, j'ai pas besoin de base militaire, c'est en 2004 quand il sortait. Je voulais le dire à l'instant. Ah ouais, voilà. Il disait, je n'ai pas peur de coup d'État. Voilà. Il dit, s'il y a un problème, si la police ne peut pas le faire, la gendarmerie ne peut pas le faire, l'armée ne peut pas le faire, alors, ainsi soit-il. Très bien. Alors, vous avez dû peut-être entendre les propos ahurissants en avril 2024 du général François Lecointre. François Lecointre, qui est un ancien chef d'état-major des armées françaises, il appelait très clairement à une recolonisation de l'Afrique par l'Europe. Alors, est-ce que pour vous, M. Lecointre ne se trompe-t-il pas d'époque, parce qu'on est en plein 21e siècle, avec un monde en marche inexorable vers la multipolarisation, avec plus d'offres d'alliances géostratégiques et géopolitiques, une Afrique de plus en plus mieux formée, une jeunesse beaucoup plus éduquée, mieux informée grâce aux technologies de l'information, de la communication, et une jeunesse beaucoup plus exigeante encore. Est-ce que dans ce contexte, le général Lecointre ne se trompe-t-il pas d'époque? Je ne sais pas s'il est anachronique ou pas. Mais je sais, comme on dit en Wolof, le petit mort, quand il vous dit quelque chose, c'est qu'il a entendu sur la tente. C'est-à-dire que si Lecointre en général à ce niveau le dit, c'est qu'il y a des groupes en France qui anticipent peut-être une certaine modification géopolitique. J'ai dit déjà avec l'arrivée de Trump, peut-être parce que ces gens, c'est des gens qui réfléchissent quand même sur des décennies. Ils sont dans la prospective. Voilà, ils sont dans la prospective. Donc ils savaient peut-être qu'il y aurait une modification de la géopolitique avec l'arrivée de Trump vers l'extrême droite, etc., etc. Et ce sont ces gens qui épousent ces idées. Et ces idées se trouvent dans des groupes de pression dans lesquels ce général est. Donc il n'est pas anachronique. Il ne faut pas prendre les gens pour des stratèges. Comme je disais avec les terroristes, il ne faut pas dire que les terroristes, là, ils agissent comme des vrais stratèges. Donc Lecointre, c'est un stratège. Et ce qu'il dit, il faut le prendre au sérieux. Et agir en conséquence. Il ne faut pas dire que non, il est anachronique. Non, il n'est pas anachronique. On a vu Trump qui est anachronique aussi. Mais il est en train, dans son anachronisme, d'imposer des choses, etc., etc. Donc je crois qu'il faut tenir compte de ça. Mais c'est là où la faiblesse de nos pays. Nous avons des centres d'études stratégiques. Ils servent à quoi? Ils servent à ça. Ils servent à réfléchir sur ce que M. Lecointre dit, à faire, à participer à la prise de décision
pour la reconfiguration sur le plan militaire, sur le plan politique, sur la posture diplomatique, etc., en vue de préparer ces enjeux. Mais non, nos centres diplomatiques sont là pour faire de petites fiches, etc., qui ne s'arrêtent même pas, qui ne passent même pas le Premier ministre, ça s'arrête là. Il faut ouvrir ça, que ce soit des conseils. Comme vous allez aux États-Unis, vous avez la Rand Company. C'est la Rand Company qui presque étudie la stratégie militaire américaine. Donc nous, on a quel centre? Et on a une profusion de centres. Il faut qu'on ait des centres capables de réfléchir au niveau de M. Macron et de dire, d'éclairer nos autorités sur ces objectifs, cette vision aussi de retour de la France, de l'Europe en Afrique, y compris par des moyens militaires. Y compris par des moyens militaires. Que, manifestement, ce général-là vit mal la perte d'influence de la France en Afrique, chassé du Burkina, du Mali, du Niger et maintenant du Tchad et du Sénégal. Ça, il dit clairement ceci, il dit l'Europe devra décider à aller défendre ses intérêts, y compris par les moyens militaires en Afrique. Oui, c'est-à-dire, j'ai reproché souvent à la France, j'ai dit, de manière humoristique, que les Français sont de pauvres stratèges, de très grands tacticiens. Les Américains sont de pauvres tacticiens, de très grands stratèges. Qu'est-ce qui est mieux? Les Russes, je ne sais pas comment ils sont. C'est l'absence de vision stratégique qui a fait que la France a eu tous ces problèmes-là. Parce que c'est un enchaînement, mais comment est-ce que cet enchaînement, la France n'a pas pu anticiper sur ces enchaînements pour dire... Je vais vous donner un article que j'ai écrit en 2021 sur ça, en prévoyant tous ces événements à partir seulement d'un cas, n'est-ce pas? Mais la France, pourquoi elle n'a pas pu anticiper sur ça? Parce qu'elle a été battue sur le plan de la communication. Surtout sur le plan de la communication, où on a pu modifier les opinions des populations africaines contre la France, qui n'a pas réagi, qui est toujours resté là comme le cointre, là, dans leur zone de confort. Dans leur zone de confort de cette Afrique qui les échappe. Ils n'ont pas su s'adapter à l'évolution des Africains. Ils pensaient que tout était acquis. Tout était acquis. Pour toujours. Voilà, pour toujours. Donc, mauvais stratèges qu'ils sont, les Français, mais grands tacticiens. Parce que c'est de la tactique qu'ils font, ce n'est pas de la stratégie. Donc, je crois que aussi, mais là, le Cointre épouse des idées qui doivent exister en France. Et si vous retournez en Afrique, ce sera bien sûr quand tu vas pour le continent avec les djihadistes, les terroristes, les trucs, etc. Là, c'est des moyens d'intégrer dans des pays, de renverser le gouvernement, etc. Peut-être qu'ils ne vont pas attaquer un pays, mais ils vont utiliser ces moyens de stabilisation, ces moyens de stabilisation, comme les djihadistes, les trucs, etc., pour renverser les pouvoirs et puis refaire l'influence de l'Europe. D'ailleurs, quand ils sont partis, le président, le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'ils ne partiront pas, qu'ils vont se reconvertir autrement, qu'ils seront dans des ambassades, ils vont créer des agents de sécurité. Donc il dit vigilance, vigilance. Oui, vigilance, vigilance. Mais c'est aussi dangereux quand on fait comme ça. Parce que moi, je refute la stratégie de la polarité. Et le problème de la présence russe dans l'espace africain, c'est qu'ils font de nos chefs d'État, ils les poussent dans la polarité. Parce que les Russes, ce qui souvent l'intéresse, c'est dans la bataille, c'est dans la division du monde en deux espaces. C'est la réflexion des Russes, c'est les armées rouges et les armées blanches. Ils ont toujours été sur ça. Les Chinois, eux, c'est l'encerclement. La muraille de Chine, tout ça, c'est la défense et l'encerclement. Alors, les Russes, partout où ils ont été présents, ils ont surtout poussé à la bataille. C'est ça, c'est-à-dire que la bataille stratégique, etc. Mais le développement, le truc, et ça, les Russes ne sont pas forts dessus. On a vu ce qui s'est passé avec les pays satellites. Hein? Ces pays se sont révoltés à cause de l'économie, etc. Ils ne sont pas forts là-dedans. Donc, mais leur présence va augmenter les sources de conflits en Afrique et nos chefs seront toujours orientés vers la polarité et vers l'altérité. Et c'est ça le gros problème de la relation avec les Russes. Alors, mon colonel, vous parliez de stratégie et de tactique. Est-ce qu'il vaut mieux être stratège que tacticien? Qu'est-ce qui est plus payant? Le stratège est plus payant parce qu'il voit ce qui se passe dans un délai très long. Le tacticien, lui, il cogne le mur avant de savoir qu'il y a un mur. Oui. D'accord, très bien. Alors, en général, quand les Occidentaux vont dans certains pays faire la guerre, c'est le cas de l'Irak, de la Libye, un peu partout, c'est sous prétexte ou alors sous couvert de la démocratie. Mais ce même général Lecointre dit, on ne fait pas la guerre pour la démocratie, on fait la guerre pour les intérêts de la France. Je pense que ça a le mérite d'être clair.
surtout quand ça vient de la bouche d'une autorité militaire de la France. C'est clair pour les Irakiens, pour les Libyens et les autres peuples du monde. On fait la guerre pour les intérêts. Mais moi, là, je suis d'accord avec lui. En tout cas, il épouse moi mon île. Oui, c'est rarement dit très clairement comme ça. Oui, mais c'est très clair. Oui. Mais pour moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas faire la démocratie par la guerre, la force. Jamais. Parce que moi, je m'appuie sur l'histoire, pas sur des collègues. L'histoire nous a montré que jamais la démocratie n'a été promue dans un pays par la force. Ouais. Jamais. Donc, les pays qui ont été. Les velléités de démocratisation ont tous échoué. Les États-Unis, ça s'appelle quoi? Enduring Freedom, en Irak. Est-ce que l'Irak a été plus démocratique? En Afghanistan, est-ce que l'Afghanistan a été plus. Comment on appelle? En Libye. En Libye, est-ce que la Libye a été plus démocratique? Donc, finalement, on ne peut pas. La démocratie n'est pas quelque chose pour laquelle il faut utiliser la force pour l'établir. Non. C'est comme la foi. Pour convertir les gens. Voilà. Et je donne toujours l'exemple quand je parle de ça, du Japon. Ouais. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait démocratiser le Japon, etc. Parce que le gouverneur du Japon, c'était MacArthur. MacArthur qui était gouverneur du Japon et qui a écrit la constitution japonaise. Mais il y avait les Chinois d'un côté qui voulaient traduire les Japonais en Nuremberg. Ils voulaient un Nuremberg asiatique. Que les Japonais passent devant un tribunal. Mais les Américains ont refusé. Parce qu'ils voulaient démocratiser le Japon. Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais démocratiser le Japon si l'empereur Hirohito n'est pas en place. Donc ils ont renforcé Hirohito en vue de bâtir la démocratie sur ça, sur ce socle. C'est pourquoi l'Afrique a des difficultés en démocratie, parce que le socle africain sur lequel la démocratie devait reposer a été détruit. On veut créer la démocratie. Elle ne se crée pas. Il faut regarder, il faut la poser sur un socle. Et ce socle, c'est un socle traditionnel, c'est le socle des réalités du pays sur lequel il faut monter la démocratie. Aujourd'hui, le Japon, on ne peut pas dire que ce n'est pas un pays démocratique. Mais on a maintenu. D'ailleurs, ça me rappelle, entre parenthèses, une belle histoire que j'ai eue en utilisant comment on appelle, la lutte pour l'indépendance américaine. Thomas Jefferson, qui a écrit la Déclaration d'indépendance en 1776. Après 1789, parce que c'était bien là, la première constitution américaine a été mise en place en 1789, et George Washington est devenu président, n'est-ce pas? Ouais. Mais Thomas Jefferson a été nommé ambassadeur en France. Il vérifiait dans les documents. Alors, il est arrivé en France en 1789, avec la Révolution française. Mais lui, il avait un ami qu'on appelait le général français, qui était parti avec le corps expérimental français pour aider les Américains. On appelle encore, donc vous retrouvez le nom partout, en Louisiane, etc. etc. Mais ils s'étaient rencontrés pendant la guerre d'indépendance. Lui et George Washington. Ils étaient un peu amis à cause de la guerre d'indépendance, n'est-ce pas? Alors, quand ils ont commencé la Révolution française, il est venu le voir, c'est Lafayette. Lafayette est venu le voir. Parce qu'ils s'étaient connus pendant la guerre d'indépendance, parce que Lafayette était lui, le commandant du corps expérimental français qui venait appuyer les Américains dans la guerre d'indépendance contre les Anglais. Donc, il a reçu Lafayette pour discuter sur la Révolution française de 1789. Alors, ce sera bizarre. Les Américains qui, eux, créent une république, ils le conseillent de maintenir le roi Louis XVI. Vous voyez? Parce que pour lui, on ne pouvait pas mettre la démocratie, la République française ex nihilo. Il fallait laisser un socle sur lequel on reconstruit la démocratie. Et ça, c'était un peu ce qu'on appelle le pragmatisme américain. Ils ont utilisé au Japon, etc. Bien sûr, ils ont comment on appelle, ils ont enlevé Louis XVI, ils l'ont guillotiné, ils ont guillotiné la reine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le retour de Napoléon, bien sûr, qui a mis un terme à la Révolution française. Donc voilà un peu des choses. Donc il faut un socle pour la démocratie. On ne l'importe pas, on ne le ramène pas. Ce socle doit être créé sur lequel on construit la démocratie. On va passer de la CEDEAO, de cette difficulté à une autre région, c'est l'Afrique centrale.